Merci de nous recevoir chez vous. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La conférence internationale de la francophonie. Les travaux se sont achevés cet après-midi. Les travaux ont été sanctionnés par un appel dit de N'Djamena. Comme à l'ouverture, c'est le président de la République Idriss Déby Itno qui a clos les assises. Maral et Joséphine. Visiblement, les différentes parties prenantes sont sorties satisfaites de cette conférence internationale de la francophonie portant sur le thème l'éducation des filles et formation des femmes dans l'espace francophone. Satisfaites non seulement pour le débat autour du thème, mais aussi et surtout pour l'engagement réitéré par le président de la République Idriss Déby Itno pour le respect de la parité. Pour cette cause commune, les participants à ces assises adressent une série de motions de remerciements à la première dame du Tchad, Inda Déby Itno, à la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, et au président de la République, Idriss Déby Itno. La secrétaire générale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, est claire et rassurante eu égard à la technicité et au professionnalisme des recommandations issues de la conférence basée sur l'amélioration des conditions socio-économiques des filles et des femmes. Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, permettez-moi de vous remercier d'une manière toute particulière pour le temps que vous avez consacré à cette conférence. Les travaux de ces 2 journées nous ont apporté de précieux éléments pour mieux comprendre les problématiques liées à l'éducation des filles et à la formation des femmes dans les pays de l'espace francophone. La volonté d'améliorer la situation des filles dans l'éducation existe le plus souvent. Les interventions des ministres et des autres représentants d'organisations internationales l'ont montré au courant de ces 2 journées passées ensemble. Les réflexions qui sont sorties d'ici serviront à toute la francophonie et nous nous engagerons pour l'avenir. Moi-même, je m'engage à diffuser les conclusions de N'Djamena à travers notre espace francophone. Pour mettre en œuvre les actions gouvernementales, des axes prioritaires et incontournables sont identifiés au cours de cette conférence, lesquels axes pourront servir de document de référence aux États membres de la francophonie. Il s'agit entre autres mieux mesurer pour mieux agir, mieux partager pour mieux transformer. Justement, la conférence internationale de la francophonie qui vient de s'achever a été sanctionnée par un appel dit appel de N'Djamena. Je vous propose de suivre un extrait de cet appel décliné ici par la secrétaire générale de l'OIF, Louise Mushikiwabo. Appel de N'Djamena. À l'issue de la conférence internationale sur l'éducation des filles et la formation des femmes dans l'espace francophone, défis, bonnes pratiques et pistes d'action, qui s'est déroulée à N'Djamena les 18 et 19 juin 2019 et en suivi de la stratégie de la francophonie pour la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, les droits et l'autonomisation des femmes et des filles, adopté lors du dernier sommet de la francophonie à Erevan en octobre 2018, les participants appellent les États et les gouvernements membres de la francophonie à redoubler d'efforts dans la promotion de l'éducation des filles et la formation des femmes dans les pays de l'espace francophone et de porter le plaidoyer auprès de nos partenaires internationaux et de toutes les parties prenantes. Fait à N'Djamena le 19 juin 2019. Un grand merci. Dans son discours de clôture, le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a salué, ou s'est dit plutôt satisfait par les résultats issus des recommandations de cette conférence. Je vous propose de l'écouter. Je me réjouis particulièrement de vos recommandations dont la pertinence ne fait aucun doute. Les pistes d'action préconisées que l'on pourra, sans une note d'orgueil, qualifier de boussole lumineuse, vont orienter toutes les actions futures s'inscrivant dans la dynamique de l'éducation des filles, de la formation des femmes dans tout l'univers francophone. Aussi,
voudrais-je très sincèrement féliciter tous les participants à cette conférence pour l'excellent travail accompli. Point n'est besoin d'épiloguer sur les enjeux de l'éducation des femmes, car il est question de la matrice même du développement de nos nations. Comme le notent si bien les experts de l'UNESCO, chaque année d'études supplémentaires augmente le produit brut intérieur par habitant de l'ordre de 4 à 6%. Il est évident que l'évolution du niveau d'éducation des filles a une incidence favorable sur le revenu et le bien-être familier. Plus instruites, les femmes renforcent mieux leur potentiel productif et participent mieux et efficacement aux actions de développement du pays. C'est pourquoi nous devons nous investir pour effectivement améliorer les statistiques fâcheuses que nous avons tous déplorées au cours de cette rencontre. Ce sont des actions concrètes, hardies et parfaitement conduites qui nous permettront d'arriver à terme à l'égalité parfaite entre filles et garçons dans tous les ordres de l'enseignement. Nous ne devons en aucun cas nous dérober de cette responsabilité qui a une dimension sociétale. Pouvoir public, société civile, partenaires au développement, les communautés de base, excusez-moi, j'ai oublié le rôle combien important des congrégations religieuses, le rôle qu'ils jouent dans l'éducation des enfants. Le chef de l'État Idriss Déby Itno, que vous venez de suivre, appelle également les acteurs impliqués dans le secteur de l'éducation d'orienter les ressources financières dans la scolarisation des jeunes filles. Je propose de suivre une fois de plus le chef de l'État Idriss Déby Itno. L'orientation des ressources conséquentes dans le secteur de l'éducation est le meilleur des investissements que nous puissions faire si nous voulons construire un monde prospère, stable et harmonieux. Comme nous le dit avec beaucoup d'ironie, non sans sagesse, l'ancien président Abraham Lincoln, je cite, « Si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. » Tout est dit. L'inverse sera justement le comble du gâchis et de l'aberration. Le moment me paraît opportun pour réitérer l'engagement du gouvernement tchadien à poursuivre sans relâche nos programmes en faveur de la scolarisation des filles et de la formation des femmes. Des actions seront décuplées sur le terrain à l'effet de combattre toutes les pratiques et traditions anachroniques qui compromettent l'éducation des filles et le développement de leur potentiel productif. La feuille de route des travaux de cette conférence nous servira utilement dans la noble quête visant l'accès et surtout le maintien des filles à l'école jusqu'à l'achèvement de leur cursus. L'accompagnement résolu de l'Organisation internationale de la francophonie et de l'ensemble des partenaires est nécessaire pour la réalisation de nos nouveaux objectifs en matière d'éducation des filles et de la formation des femmes. Je suis persuadé que tous ensemble, nous relèverons le défi, car il s'agit de baliser le chemin du futur. Les femmes portent l'espoir d'un monde meilleur.
Et c'est à ce titre, tout programme qui participe à leur épanouissement doit être au cœur de nos préoccupations à tous les instants. À cet égard, je ferai le devoir de faire des plaidoyers auprès de mes collègues et du gouvernement des pays francophones pour qu'à la prochaine rencontre qui évaluera les progrès accomplis, les indicateurs soient à la hauteur de nos attentes. En marge de la conférence internationale sur l'éducation des filles et la formation des femmes dans l'espace francophone, la secrétaire générale de l'Organisation intergouvernementale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, s'est entretenue avec le chef de l'État Idriss Déby Itno. La coopération OIF-Tchad a constitué l'essentiel des discussions. Ibrahim Mamadadam. L'Organisation internationale de la francophonie OIF et le Tchad entretiennent de très forts liens de coopération. Venu prendre part aux assises de la conférence internationale sur l'éducation des filles et formation des femmes dans l'espace francophone que l'OIF organise dans la capitale tchadienne, la secrétaire générale de l'Organisation intergouvernementale de la francophonie, Mme Louise Mushikiwabo, vient présenter ses civilités au président de la République Idriss Déby Itno, dont le pays a accepté d'accueillir cette grande messe. L'audience qui s'est déroulée en présence du ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Aboubakar Sédik Choroma, et de proches collaborateurs du chef de l'État s'est focalisée sur l'importance de cette conférence sur l'éducation des filles. La francophonie a choisi de tenir cette grande conférence en N'Djamena pour deux raisons. Tout d'abord parce que cette sous-région du Sahel connaît encore des difficultés dans le domaine de l'éducation et de l'éducation des filles en particulier. Il y a beaucoup de raisons à cela, des raisons liées à l'histoire des pays. L'éducation est un domaine déjà compliqué pour beaucoup de pays. La secrétaire générale de la francophonie a salué les efforts du gouvernement tchadien dans le domaine de l'éducation. Nous avons voulu marquer les efforts du Tchad dans le domaine de l'éducation des filles. Il y a des progrès. Depuis quelques années, nous suivons de près les statistiques, les derniers rapports de l'Organisation internationale de la francophonie sur la question de l'éducation des filles montrent que le Tchad est parmi les pays qui font vraiment des efforts énormes dans ce domaine-là. Donc, on voulait aussi encourager l'action du Tchad et à partir de cette conférence, c'est ce que nous comptons faire. De vraiment rassembler les bonnes expériences qui sont sorties de différents ateliers depuis hier. C'est une conférence de 2 jours. Et d'essayer d'utiliser la plateforme de la francophonie pour diffuser ces bonnes pratiques qui, bien sûr, doivent être adaptées aux différentes situations de nos différents États membres. Pour elle, cette conférence sur l'éducation des filles qui se tient dans la capitale tchadienne et qu'elle qualifie de l'appel de N'Djamena est une invite pour tous les pays africains francophones de ne pas laisser en marge cette frange de la population si on aspire à un développement harmonieux de nos pays respectifs. Nous ne voulions pas une conférence de plus sur l'éducation des filles. Nous voulions vraiment un engagement nouveau, beaucoup plus d'énergie sur cette question. Nous sommes convaincus et je pense que là nous sommes d'accord avec les autorités tchadiennes aussi. On en a parlé hier et à l'ouverture et pendant les différents ateliers. Il est très difficile pour les pays, pour nos pays, d'avancer sans que les femmes participent pleinement. Et pour que les femmes participent pleinement à la vie du pays, elles ont besoin de l'éducation. Et donc c'est un grand enjeu. C'est aussi, ça fait partie du mandat de la francophonie, mais c'est un grand enjeu pour l'Afrique subsaharienne aussi. La francophonie compte au moins 30 membres en tout cas à part entière.
de la francophonie et donc pour nous c'est un bloc très important. La patronne de l'OIF a saisi l'opportunité de cette audience pour faire part au chef de l'État de ses 6 premiers mois à la tête de l'organisation intergouvernementale de la francophonie, lui donner un aperçu de l'institution et marquer ainsi une collaboration beaucoup plus accrue entre la francophonie et le Tchad. Un agenda plutôt chargé pour la secrétaire générale de la francophonie qui, après la présidence de la République, s'est aussi rendue au siège de la Fondation Grand Cœur pour rencontrer la première dame, Hinda Déby Itno. Nassonoudjiti a suivi le cortège. Voici son reportage. Pendant que les différentes délégations venues de l'espace francophone débattaient dans les différents panels, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Louise Mushikiwabo, est allée visiter le siège de la Fondation Grand Cœur. Elle est accueillie tout naturellement à son arrivée par la présidente fondatrice de la Fondation Grand Cœur, Hinda Déby Itno. Madame Louise Mushikiwabo serre ensuite les mains des membres de la dite fondation. Hinda Déby Itno et Louise Mushikiwabo s'entretiennent ensuite pendant un laps du temps au cours duquel la présidente fondatrice de la Fondation Grand Cœur énumère à la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie les domaines d'activité de sa fondation qui œuvre pour le mieux-être social et le développement avec comme secteur clé la santé, l'éducation, le social ou encore la culture, secteur qui sous-tendent l'épanouissement des hommes et des femmes ainsi que la promotion de l'excellence, du mérite et du genre. L'entretien terminé, la présidente fondatrice de la Fondation Grand Cœur et son hôte rejoignent les autres membres dans la salle de réunion. Madame Habiba Saoulba, secrétaire générale de la Fondation Grand Cœur, souhaite la bienvenue à l'hôte des marques de la Fondation. Cet honneur qui est fait à la Fondation Grand Cœur sera inscrit en lettres d'or dans son histoire. Je voudrais aussi notifier à toute l'équipe de l'Organisation internationale de la francophonie ici présente que la Fondation Grand Cœur, depuis sa création, offre une place importante à l'autonomisation de la femme et de la fille. Ce travail de longue haleine touche particulièrement la scolarisation de la fille, notamment par son suivi et son maintien à l'école, l'octroi des bourses scolaires et universitaires, la formation professionnelle, l'appui matériel et financier, etc. C'est pourquoi la Fondation Grand Cœur serait très honorée de compter l'Organisation internationale de la francophonie parmi ses partenaires pour un accompagnement serein et efficient dans cette noble mission. Un film grandeur nature consacré aux actions sociales de la Fondation Grand Cœur dans les 23 provinces que compte le Tchad est projeté. Intervient ensuite Madame Leila Leslie McBride, chef de département adjoint formation et encadrement professionnel de la Fondation Grand Cœur, qui, à l'aide d'un PowerPoint, détaille à la secrétaire générale de l'OIF et son staff les actions menées et les projets de la Fondation Grand Cœur dans le domaine de l'éducation et notamment celle des filles et l'autonomisation des femmes. Très enthousiasmée, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Louise Mushikiwabo, immortalise son passage à la Fondation Grand Cœur en signant le livre d'or. Elle écrit de sa plus belle plume, je cite, « Sincère remerciement à la Fondation Grand Cœur et à Madame la Première Dame. La francophonie et moi-même vous félicitons et vous encourageons pour cette contribution importante à notre humanité commune. Bravo. » Fin de citation. Madame Louise Mushikiwabo est la troisième personnalité à visiter le siège de la Fondation Grand Cœur après les premières dames du Cameroun, Chantal Biya, et du Niger, Aïssata Mohamedou Issoufou. À l'issue de sa visite au siège de la Fondation Grand Cœur, justement, la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, a livré ses impressions dans un extrait sélectionné, capté et sélectionné par Nassonoudjiti. Il n'y a pas un seul État, un seul gouvernement qui est capable de subvenir aux besoins et surtout dans le cadre de la Fondation Grand Cœur, de montrer à nos concitoyens
que nous compatissons, que nous sommes prêts à donner même une modeste contribution. C'est un geste qui est fortement apprécié. Je suis sûre qu'entre le travail qui se fait à la francophonie, dont le mandat sur l'éducation des filles, sur le bien-être citoyen qui fait partie de l'essence même de la francophonie, et cette fondation et le travail qui se fait dans ce grand pays, il y a des synergies. Et donc j'ai beaucoup apprécié la présentation sur le travail que fait cette fondation. Surtout aussi de voir la réaction des Tchadiens, des Tchadiennes qui avaient besoin de soutien, qui avaient aussi besoin de se sentir aimés. C'est dans le mot grand cœur aussi. C'est le fait qu'on s'occupe et on pense à nos compatriotes, à nos voisins. Je ne peux qu'encourager cette fondation et bien évidemment, comme je le disais tout à l'heure, chacun y apporte sa petite pierre et je crois qu'entre la fondation et en tout cas l'OIF, il y a un mandat commun par rapport au bien-être de nos populations et de nos citoyens. Nous sommes heureux d'avoir pu trouver ce petit moment en marge de la conférence. C'est vraiment apprécié. Et pour clore le chapitre OIF Tchad, disons que la secrétaire d'État à l'éducation nationale Aïcha Saleh Daman et l'administratrice de l'OIF Catherine Cano, représentant la secrétaire générale de la francophonie, ont inauguré ce matin un réseau de 4 espaces numériques pour la formation à distance des maîtres communautaires. Mamat Omar Moussad. Cette coupure du ruban marque l'inauguration officielle du réseau des 4 espaces numériques pour la formation à distance des enseignants du primaire. Ces espaces sont installés dans les provinces du Guéra, du Wadaï, du Mayo-Kébi-Est et la ville d'Ndiamena qui assure le pilotage. Ceci permettra à 2000 maîtres communautaires de niveau 1 et 2 de bénéficier d'une formation de qualité à distance. Nous voulons donner aux États les moyens de lui assurer une éducation et une formation inclusive, équitable et de qualité. L'IFADEM, qui est mise en œuvre conjointement avec un très grand partenariat avec l'AUF, que nous apprécions énormément, constitue une contribution de la francophonie aux efforts déployés pour améliorer la qualité de l'éducation par la formation des enseignants et des personnels de direction et de supervision. La secrétaire d'État à l'éducation nationale et à la promotion civique, Aïcha Saleh Daman, explique l'importance de ces projets. Cette initiative participe aux efforts internationaux en faveur d'une éducation de base de qualité pour tous. Elle intervient dans le domaine de la formation continue des enseignants de l'enseignement primaire et du renforcement des capacités des acteurs de la chaîne pédagogique. Pour la mise en œuvre de l'initiative, 12 concepteurs ont participé à la rédaction de 5 livrets, édités en 11 000 exemplaires et mis à la disposition de 2000 enseignants bénéficiaires de la formation à distance. Ce nouvel outil pédagogique contribuera sans nul doute au développement socio-éducatif pour une éducation tchadienne inclusive, équitable et de qualité. De l'éducation toujours, mais dans un tout autre domaine, la campagne de sensibilisation et de mobilisation des acteurs en alphabétisation et éducation des adultes s'est immobilisée ce mercredi dans le 3e arrondissement. On en parle avec Christelle Ngarlemdana. Promouvoir l'alphabétisation et l'éducation des adultes, c'est participer à l'atteinte des objectifs du Programme national de développement, PND. C'est dans ce ordre que le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation nationale, poursuit sa campagne de sensibilisation et de mobilisation à l'endroit des acteurs en alphabétisation et éducation des adultes. Aujourd'hui, la commune du 3e arrondissement est à l'honneur. Cette campagne a pour but de permettre aux personnes cibles d'améliorer leur niveau de vie. Cette formation favorise une autonomisation de soi en tant que citoyen comme le prônent les plus hautes autorités du pays. Cependant, de nombreux défis restent à relever dans nos sous-secteurs pour booster ce fléau social qui est l'analphabétisme, et cela avec l'appui financier de nos partenaires. L'éducation des adultes
doit demeurer notre préoccupation majeure, souligne le directeur de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, Abdelaziz Mahamat Amin. Car, dit-il, cette campagne implique l'adhésion de tous les acteurs afin de mieux vulgariser le message du bien fondé de l'alphabétisation. Tout à fait autre chose à présent, les directeurs généraux des renseignements militaires de l'espace G5 Sahel sont en concertation en N'Djamena. La rencontre vise à terme la mise sur pied d'un mécanisme de partage d'informations entre les armées des pays membres du G5 Sahel et leurs partenaires. Amat Yaya Bass. Les pays du G5 Sahel font face à des menaces terroristes d'envergure. Pour arrêter la folie djihadiste, une synergie d'action militaire s'impose. Cela passe nécessairement par le renseignement des services militaires et le partage des informations entre les armées du G5 Sahel. Les assises de ces forums sur le renseignement militaire s'inscrivent dans cette logique. Dans la capitale tchadienne, les responsables de renseignement militaire des pays membres du G5 Sahel et leurs partenaires stratégiques, la France, se retrouvent en N'Djamena pour mutualiser leurs efforts. Il s'agit de mobiliser les moyens nécessaires pour faire face aux menaces multiformes dans l'espace G5 Sahel. Pour y arriver, il est urgent de mettre en place un mécanisme de partage de renseignement militaire pour contrecarrer toutes les actions terroristes dans l'espace G5 Sahel. Le directeur général de renseignement militaire, le général de division Ahmad Youssouf, reconnaît qu'au vu de la situation actuelle, l'attente de la population est grande pour sa sécurité. Et en ce qui concerne le Tchad, la lutte contre le terrorisme est au cœur de la politique du chef de l'État, chef suprême des armées, Idriss Déby Itno. Il est urgent pour nous de mettre en place un mécanisme de partage d'informations dans cet espace avec l'apport de notre partenaire stratégique, la France. De notre part, Son Excellence Michel, le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, Idriss Déby Itno, a toujours placé au cœur de sa politique la lutte contre le terrorisme. Car il ne peut y avoir de développement sans la sécurité. Partenaire stratégique du G5 Sahel dans la lutte contre les forces du mal, la France est prête à impliquer ses services de renseignements généraux à la force conjointe du G5 Sahel. La France est un partenaire de longue date des pays du G5 et elle est ce partenaire individuellement auprès de chaque pays du G5 et s'appuyant sur une longue amitié, une longue histoire commune que nous avons ensemble, mais aussi la France savait bien identifier à l'époque avec Barkhane que nous devions travailler ensemble avec nos différents partenaires, donc je vous l'ai dit individuellement, mais aussi sur des partenaires beaucoup plus multinationaux. La rencontre de N'Djamena intervient après celle tenue l'année dernière à Niamey au Niger. Le haut responsable militaire en charge des renseignements généraux des pays qui composent le G5 Sahel promet de sortir avec une feuille de route bien tracée pour aboutir à la mise en place d'un mécanisme de partage d'informations et de renseignements militaires pour une meilleure efficacité. Le Royaume d'Arabie Saoudite, à travers le centre Malik Salman pour la bienfaisance et l'humanitaire, assiste les couches vulnérables. L'ambassadeur de l'Arabie Saoudite au Tchad a remis ce matin 80 tonnes de dattes à la ministre de la Femme, Adef Ahmad Berrama. Le Royaume d'Arabie Saoudite, à travers le centre Malik Salman pour la bienfaisance et l'humanitaire, offre 80 tonnes de dattes aux couches vulnérables de la société. Les dons est officiellement remis par l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Tchad, Djemil Abdourahman Chicha, à la ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale, Dr Jalal Arjun Khalil. Pour l'ambassadeur, ces dons est remis suivant les orientations du serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salman Ben Abdelaziz, pour exprimer la solidarité et la fraternité du peuple saoudien aux frères tchadiens. Le diplomate a surtout magnifié l'excellence des relations de coopération qui existent entre les deux pays sous l'impulsion du président de la République, Idriss Déby Itno. Le gouvernement, par le biais de la ministre de la Femme, qui décerne une attestation de reconnaissance à l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite, s'est dit touché par l'appui constant de ce pays ami. À travers ce don, on souhaite vraiment agrandir le nombre de bénéficiaires, mais aussi honorer la bonne volonté du centre qui, chaque année, à travers plusieurs manifestations, n'oublie pas notre pays
et il est toujours présent aux côtés du ministère de l'Action sociale. Une fois de plus, on remercie ce centre à travers surtout et particulièrement l'ambassade de l'Arabie Saoudite, mais aussi tous les peuples saoudiens qui n'oublient pas leurs frères tchadiens. Cette assistance aux personnes vulnérables sera remise aux ayants droit, devait rassurer la ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale. Une cinquantaine de médecins et infirmiers des services d'urgence sont en formation pour améliorer leurs prestations d'urgentistes. Donc, j'arrive, Angal Toklok nous en parle. On me fait signe que l'élément n'est pas positionné. Nous sommes le 20 juin et à cette date, demain donc à cette date, la communauté internationale va célébrer la journée des réfugiés. À cette occasion, le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a fait une déclaration de circonstances, déclaration que je vous propose de suivre. Un extrait. Au Tchad, sur 705 682 personnes relevant du mandat du HCR au 30 avril 2019, 465 343 sont des réfugiés et demandeurs d'asile. Il s'agit plus précisément de 342 406 Soudanais à l'est, de 105 693 Centrafricains au sud, 15 950 Nigérians au lac et 7 250 issus d'autres nationalités. Actuellement, 3,21% de la population tchadienne est composée de réfugiés et de demandeurs d'asile. Tout en saluant les efforts louables du gouvernement tchadien pour remédier à la crise socio-économique que traverse le pays depuis quelques années, je voudrais appeler tous les acteurs à plus de solidarité et les exhorter à s'engager davantage aux côtés des autorités pour alléger la pression exercée par la présence massive des réfugiés dans le pays. Avançons avec les réfugiés, tel est le thème retenu pour l'édition 2019 de la Journée mondiale des réfugiés. Cela sous-entend l'accompagnement, le soutien et la proximité avec les réfugiés afin de répondre à leurs besoins et rechercher avec eux des solutions durables qui leur sont propices. Je voudrais également saisir l'opportunité de cette Journée mondiale des réfugiés pour vous exhorter à ne pas les oublier. Leur histoire témoigne de leur résilience, de leur persévérance, de leur courage. Un atelier de monitoring est organisé à Moundou dans le Logone occidental. Les responsables des médias de la partie méridionale du pays mettent à jour leurs connaissances sur les techniques d'analyse, de contrôle et de surveillance des productions audiovisuelles et des médias. Une initiative de la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel. Alicien Amat, reportage. Le renforcement des capacités d'action des hommes des médias demeure un souci constant de la HAMA, Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel. Fidèle à sa mission, la HAMA, à travers cette formation, entend aider les responsables des médias de la zone sud du pays à perfectionner leur travail dans les règles de l'art et d'éthique qui exigeront d'eux le respect des textes et lois régissant leur noble mission. Le président de la HAMA, Dieudonné Djounabay, souligne que son institution mettra tout en œuvre pour que la presse nationale apporte sa contribution à l'organisation des élections législatives apaisées, transparentes et crédibles. Pour ce faire, il rassure l'assistance que la HAMA, de par ses attributions, a l'obligation d'outiller les médias tchadiens en matériaux suffisants et efficients pour lui permettre d'accompagner les acteurs politiques, les populations à vivre des élections législatives démocratiques dans une expression plurielle et pluraliste. Si nous voulons, nous, les professionnels de la communication, réussir notre sacerdoce d'acteurs de la paix et de principal promoteur de la démocratie, il nous faut fondamentalement nous débarrasser des propos incendiaires, des discours de haine aux connotations tribales et régionales. À propos des élections, la HAMA en est une actrice majeure, car c'est sur elle que repose le droit du public à l'information vérifiée.
L'initiative de la Hamma a été hautement saluée par le secrétaire général de la province du Logone occidental, Ngana Djekila, qui a dans son discours d'ouverture des travaux réitéré sa profonde gratitude au chef de l'État Idriss Déby Itno pour avoir restauré la liberté de la presse au Tchad. Ngana Djekila a demandé aux participants d'être assidus, attentifs et réceptifs afin d'en tirer le meilleur profit de cet atelier. Notons que cette formation durera 3 jours. Vous le saviez, les cadres et agents des projets et programmes sous financement du Fonds européen de développement suivent une formation sur les règles et procédures en vigueur pour une bonne gouvernance dans la gestion des projets. Kaliangavouna. Les responsables des projets et programmes financés par l'Union européenne et les points focaux des ministères voient leur capacité en matière de procédures faites. Fonds européen de développement s'est renforcé. Au bout de 6 mois, ils ont approfondi leurs connaissances en suivi et évaluation des projets, en management, en gestion comptable et financière et bien d'autres modules. Et ce, pour une bonne mise en œuvre des projets et une meilleure gestion des ressources. À la fois les formations de type salle, mais également les formations de type terrain. Tous nos formateurs ont été guidés par cette volonté d'appliquer ces principes d'andragogie et de vous apporter un maximum de connaissances pratiques. Cette formation marque un pas important dans le cadre de la transparence dans la gestion des projets, souligne le coordonnateur du service FED. Cette formation vient à point nommé car le Tchad, dans sa politique de bonne gouvernance, a besoin de cadres compétents et formés pour mettre en œuvre son plan de développement. L'Union européenne, à travers son chargé de coopération Arnaud Bourchard, a réitéré l'appui de son organisation dans cette voie. On va rentrer en phase de programmation aussi, et dans la phase de programmation, évidemment, les services du FED auront leur part et leur mot à dire et leur part à jouer pour contribuer à faire en sorte que, tous les appuis que l'Union européenne pourra apporter au Tchad répondront aux besoins du pays. Les récipiendaires sont invités à respecter les différentes règles apprises et à transmettre ces notions aux autres cadres des départements techniques. Rendons-nous à Ati, dans le Bata, où la mairie de la ville a une nouvelle équipe dirigeante. La nouvelle équipe a été installée à la faveur d'une cérémonie en présence des autorités locales. Mamataïra Djibril Alhour est sur place. Après 5 ans passés à la tête de la mairie d'Ati, l'équipe de Mme Adama Mohamed passe la main à une nouvelle équipe dirigeante. C'est un exécutif composé de 3 membres avec comme maire titulaire Abakar Moussa Kaidala, secondé par Assaoudi Adam, maire premier adjoint, et Ashta Hissène Drambil, maire deuxième adjointe. La mairesse sortante s'est dit satisfaite de ses réalisations et remercie l'équipe qui l'a accompagnée durant ces 5 dernières années. Installant la nouvelle équipe, le secrétaire général du département du Bata Ouest, Hissène Palé-Baye Makrio, souligne que le choix des conseillers municipaux porté sur la personne du maire Abakar Moussa Kaidala n'est pas fortuit et exige de lui de loyauté, dynamisme, savoir-faire et savoir-être. Il a ensuite attiré son attention sur certains mots qui minent le bon fonctionnement de la commune, tout en l'encourageant à prendre le soin de les identifier pour y apporter des solutions appropriées. Rendre la commune d'Ati plus vivante, propre, visible et accueillante, c'est le défi que compte relever le nouveau maire Abakar Moussa Kaidala. Notre second objectif est d'élaborer cette année même 2019 un plan de développement communal PDC pour permettre aux partenaires d'apporter leur contribution au processus de développement de la commune d'Ati. Des cadeaux et divers objets symboliques ont été remis au nouveau maire d'Ati par les militantes du MPS et les amis. Une mission du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles séjourne dans le Chari Bagirmi. Sur place, la délégation se charge d'expliquer aux autorités traditionnelles le rôle qui est le leur dans la 4e République. Abdoul Kewoul. La mission du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles pose ses valises à Massénian dans le Chari Bagirmi. Première action, tête à tête avec les chefs de canton. Les discussions tournent autour de leur rôle et de la place qu'ils occupent désormais dans la 4e République. Le chef de mission, Mohamed Saleh Moussa, appelle ses pairs à donner à la paix et à la stabilité une place d'honneur dans leur agenda. Le rôle du chef traditionnel est coutumier dans la 4e République. Conformément au vœu du chef de l'État,
Le chef traditionnel et coutumier du Tchad doit être d'un comportement exemplaire. Il doit œuvrer à la cohésion sociale, au règlement des conflits, veiller au respect de l'autorité de l'État, au bien-être de la population. Pour le secrétaire général de la province du Chari-Bagrimi, l'initiative a tout son sens, d'autant plus qu'elle contribue au renforcement de l'unité nationale. Le Tchad, uni dans sa diversité, c'est aussi ça, la politique de l'exécutif, conclut-il. Et comme le moment est opportun, les 21 chefs des cantons de la province du Chari-Bagrimi plaident pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Après Chari-Bagrimi, la mission se rendra dans la province de Hadjar Lamis pour les mêmes objectifs. Dans le CANEM, la Ligue des prédicateurs et étudiants du CANEM a organisé ce vendredi un grand symposium intitulé La cohabitation pacifique placé sous le haut patronage du gouverneur de la province du CANEM, Hassan Terab. Reportage Omar Warou. C'est la grande mosquée de Maou qui a servi le cadre de cette conférence débat animée respectivement par Dr Tahir Mohamed Abakar, Cheikh Moussa Abakar Mustafa et Cheikh Issa Abakar Moussa, tous membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du CANEM. Les sous-thèmes développés sont le dialogue inter- et intra-religieux, la vie en paix et sécurité entre les éleveurs et les agriculteurs, et enfin la cohabitation pacifique entre les différentes communautés. Selon les interventions, tout musulman doit suivre l'exemple du messager de Dieu, car l'islam est une religion de tolérance, de pardon, de respect entre les fidèles musulmans d'une part et d'autres confessions religieuses d'autre part. S'agissant du conflit agriculteur-éleveur, ils ont rappelé que ce conflit arrive le plus souvent en cette période de saison de pluie. C'est pourquoi les cheikhs exhortent l'agriculteur et les éleveurs à éviter les problèmes afin de parvenir à cohabiter pacifiquement pour participer au développement socio-économique du CANEM. Pour le secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques du CANEM, Dr Tahir Mohamed Abakar, cet événement s'inscrit dans le cadre des activités de son conseil. La paix, la cohésion sociale et l'unité de tous les fils du Tchad sont les priorités du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad pour accompagner la politique de la main tendue prônée par le président de la République. Le représentant de Sa Majesté le Sultan du CANEM, Alife Mahdi Ali Adifei, reconnaît que le chef traditionnel et religieux joue un rôle capital dans le cadre de la résolution du conflit intercommunautaire. Conformément aux recommandations de la 4e République, le gouverneur du CANEM, Hassan Terab, apprécie à sa juste valeur cette initiative de la Ligue des prédicateurs et étudiants du CANEM avant de remercier les intervenants. Hassan Terab demande à cet effet aux organisateurs d'entreprendre une large campagne de sensibilisation dans tous les départements et sous-préfectures du CANEM pour garantir une cohabitation pacifique entre les Tchadiens. Sachez que le complexe international scolaire Saint-Benoît de Gassi a soufflé samedi dernier sur sa deuxième bougie, occasion pour les responsables de cet établissement de primer les meilleurs élèves. La Chagbe, Papa Médésiri. Le complexe international scolaire Saint-Benoît a 2 ans de vie. Élèves, enseignants et parents sont venus commémorer cet anniversaire au cours duquel les meilleurs élèves sont distingués. Le directeur du complexe, Léa Singar Dimeti, relève que l'année scolaire 2018-2019 s'est déroulée dans la sérénité et a permis aux élèves d'avoir un bon encadrement. Pour sa part, le président de l'association des parents d'élèves de cette école encourage les parents pour leur collaboration durant l'année scolaire qui s'achève. La fondatrice du complexe international scolaire Saint-Benoît appelle les parents d'élèves de son établissement à une synergie d'action pour relever le défi. Respectez vos engagements et obligations des parents envers vos progénitures et leur école. Je viens de vous remercier déjà. C'est notre œuvre commune. Chers enseignants et collaborateurs, les défis qui nous attendent restent les mêmes. Je voudrais insister sur l'excellence. Toujours l'excellence et la perspicacité. Prenons soin de nos enfants. C'est le don de Dieu. Le complexe international scolaire Saint-Benoît a été créé par arrêté numéro 164 du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique du 27 juillet 2016. Elle a ouvert ses portes le 3 octobre 2017
avec une cinquantaine d'élèves et compte à sa deuxième année de la maternelle au cycle primaire 150 élèves. Et puis c'est quelques actes du chef de l'État pour la suite de l'édition. Au terme du décret 0849, M. Abakar Ousmane est nommé chef secrétaire au parquet général près la Cour suprême en remplacement de M. Mohamed Amir Ngari, appelé à d'autres fonctions, terminant le 19 juin 2019 Idriss Déby, ITNO. Au terme du décret 0851, les officiers supérieurs des forces armées de sécurité dont les noms suivent sont nommés au poste de responsabilité ci-après au sein du groupement spécial antiterrorisme PSI de la Direction générale de services de sécurité des institutions de l'État, commandant le 6e contingent tchadien de la MUNISMA, 6 lieutenant-colonel Mohamed Ali Ibrahim, en remplacement du colonel Mohamed Maï Alachi, appelé à d'autres fonctions, commandant le 6e contingent tchadien, adjoint de la MUNISMA 6, lieutenant-colonel Nimeri Amir Arkouri, en remplacement du lieutenant-colonel Abakar Anou Chika, appelé à d'autres fonctions. Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République Djamena le 19 juin 2019, Idriss Déby, ITNO. Au terme du décret numéro 0852, en application des dispositions des articles 88, 91 alinéa 5 et les articles 138 et 139 de l'ordonnance numéro 15 du 1er mars 2011, les fonctionnaires de la police ci-dessus cités sont révoqués du corps de la police nationale avec suspension des droits à pension pour faute grave et manquement aux obligations professionnelles de nature à ternir l'image de l'institution. Il s'agit de Abdelkerim Hassan Nassour, officier principal de police. Il est en service au CSP 7. Il s'agit également de Mohamed Abdoulaye Ali, gardien de la paix, en service au CSP 7. Et il y a également Ousmane Patia Karim, gardien de la paix au CSP 7. Le ministre de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale et le ministre des Finances et du budget sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République N'Djamena le 19 juin 2019. Le président de la République et par délégation le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Baïmi Debe. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.